Et notre invitée ce matin est Nathalie Elimas, secrétaire d'État auprès de Jean-Michel Blanquer, chargée de l'éducation prioritaire. Nathalie Elimas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J. D'abord, la crise sanitaire. La tendance n'est pas à desserrer les restrictions, c'est ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal hier. Vendredi, Emmanuel Macron a déclaré devant des élus se donner 8 à 10 jours avant d'envisager de renforcer ou de relâcher les contraintes. Si les contraintes sont renforcées dans les prochains jours, est-ce que les écoles seront concernées alors que ce sera le retour des vacances? On sait que des enfants et leurs parents seront peut-être allés dans des zones où les taux de contamination sont plus élevés. Est-ce que donc les écoles pourraient être concernées par les nouvelles restrictions? Si nouvelles restrictions il y a, Nathalie Elimas. Alors, si nouvelles restrictions il y a, déjà ça c'est la première chose. Enfin, avec Jean-Michel Blanquer, nous avons une conviction profonde, c'est que l'école c'est bon pour les enfants et nous faisons donc le maximum pour garder tous nos établissements, écoles, collèges ou lycées ouverts. Nous nous adaptons évidemment aux situations et aux circonstances. C'est le cas par exemple en Moselle, c'est le cas encore à Dunkerque, c'est le cas quand il faut hybrider les lycées, c'est-à-dire les mettre à moitié en présentiel, à moitié en distanciel parce qu'on veut éviter les brassages d'élèves. Donc finalement, nous faisons de la dentelle, il y a beaucoup d'agilité au sein de l'éducation nationale, mais nous voulons absolument maintenir nos écoles ouvertes. La zone A reprend l'école aujourd'hui, oui. La zone B, elle reste en vacances, la zone C, elle est tout juste en vacances. Est-ce que vous travaillez sur la possibilité de prolonger les vacances scolaires? C'est une piste qui avait été évoquée, mise sur la table il y a quelques semaines et d'ailleurs hier Gabriel Attal ne l'a pas exclu. Est-ce que donc cette piste aujourd'hui reste toujours d'actualité, de prolonger les vacances scolaires? Alors ça n'est pas exclu, pour autant ça n'est pas non plus décidé. Encore une fois, nous regardons vraiment au cas par cas, chaque jour, comment évolue la situation sanitaire. Nous regardons également localement. Il n'y a pas à prendre uniquement en considération la situation nationale, mais bien locale. Je vous parlais de Dunkerque, par exemple, où le virus flambe en ce moment. Eh bien, nous échelonnons l'arrivée des élèves le matin à l'école. Prenons aussi le cas de la Moselle, où là, nous avons renforcé le protocole sanitaire. Donc, nous nous adaptons. Je ne dis pas que c'est exclu, je ne fais aucune affirmation aujourd'hui, tout est encore possible, mais en l'état, les enfants de la zone A reprennent l'école ce matin, et puis ça échelonnera tranquillement, il n'est pas question à ce jour de prolonger les vacances scolaires. Les enfants de la zone A reprennent l'école ce matin, ils feront peut-être partie pour les maternelles et les primaires de ceux qui qui auront des tests salivaires. Comment ça va se mettre en place, le gouvernement qui souhaite réaliser à terme 200 000 tests salivaires par semaine dans les écoles? Comment ça va se mettre en place concrètement? Alors effectivement, ça va commencer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà, il faut dire que nous avons mis à disposition depuis le mois de janvier 300 000 tests antigéniques, donc avec un petit écouvillon dans le nez, dans nos établissements. Et en effet, il y a assez peu d'enfants, notamment en école élémentaire, qui acceptent de le faire parce que c'est invasif. Donc dès aujourd'hui, nous mettons en place des tests salivaires. Il y en aura entre 50 et 80 000. Et puis nous allons monter en puissance tranquillement. J'ai vu un test il y a une quinzaine de jours dans une école. Les enfants s'y prêtent facilement. C'est simple à réaliser. Donc c'est complémentaire. Ça n'est pas du « et », c'est bien du « ou », c'est complémentaire, c'est beaucoup moins invasif et donc plus facile, notamment pour nos plus jeunes élèves. Dans l'actualité, Nathalie Elimas, il y a aussi ces affaires d'agression sexuelle et d'inceste. Vous êtes très engagée sur ces sujets-là. Vous avez travaillé quand vous étiez député du Val d'Oise sur donc ces thèmes avec des rapports, des propositions de loi. Tout cela avant votre entrée au gouvernement à l'été dernier. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, veut un seuil de non-consentement à 18 ans. Le gouvernement est favorable à ce que ce seuil de non-consentement soit fixé à 15 ans pour tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur. Quelle est votre position sur l'âge de non-consentement, Nathalie Elimas? Alors déjà, je suis satisfaite de voir que nous avançons enfin aujourd'hui. En 2018, à l'occasion de l'examen de la loi Schiappa, je militais déjà pour la fixation d'un seuil d'âge de consentement. Pourquoi? Parce que un enfant qui avait été victime d'une agression sexuelle, d'un viol, eh bien, pouvait être devant un juge questionné sur son consentement à l'acte sexuel. Et pour moi, c'était absolument inacceptable. Donc aujourd'hui, on pourrait aller sur 2 seuils d'âge. Un, effectivement, à 15 ans, vous l'avez dit très justement, et un autre à 18 ans en cas d'inceste. Il faut quand même rappeler aujourd'hui des chiffres qui sont très marquants. Allez-y. Un enfant sur 10 est victime de violences sexuelles. Et parmi ceux-là, 70% des violences sexuelles sont commises dans l'enceinte de la famille. Voilà, il faut lever le voile aussi sur l'inceste. Et en 2018, j'avais notamment demandé, plaidé pour la création d'un crime spécifique d'inceste. Nous n'en sommes pas là, mais je suis quand même satisfaite puisque nous cheminons. Nous allons enfin avoir ces âges, ces seuils d'âge qui vont être fixés. Ainsi,
les enfants ne seront plus jamais questionnés sur leur consentement à l'acte sexuel. Alors il y a ces voilà, ça ce sont effectivement pour l'âge du seuil de non-consentement. Toujours est-il que le gros problème aujourd'hui qu'il y a dans le cas des agressions sexuelles, des incestes sur les mineurs, c'est qu'ils ont du mal à en parler à la maison et à l'école, Oui. alors qu'ils y passent évidemment beaucoup de temps, hein. Est-ce que du coup des dispositions vont être prises pour évoquer ce sujet à l'école et prendre en compte la parole qui a besoin de se libérer des victimes d'inceste ou d'agressions sexuelles, malheureusement parfois aussi des deux? C'est particulièrement difficile en effet, et surtout chez les enfants. Donc c'est difficile de libérer la parole, et pour les adultes, c'est difficile de voir. Il n'y a pas de coup sur le corps, c'est assez invisible. Donc avec Jean-Michel Blanquer et Adrien Taquet, nous allons travailler en ce sens. D'abord, mieux former nos personnels, ça c'est la première chose, pour identifier, c'est absolument primordial. Et puis, nous allons mettre en place ces dispositifs en fait de repérage à l'occasion des visites médicales à l'école. Donc nous travaillons déjà en ce sens, mais la première chose à faire, c'est d'être capable d'identifier et donc de mieux former l'ensemble de nos personnels. Vous êtes chargé de l'éducation prioritaire. Sur quel dossier travaillez-vous actuellement ? Quel est votre périmètre ? Alors, mon périmètre, ce secrétariat d'État a été créé pour lutter contre les inégalités sociales, les inégalités territoriales, et donc pour faire avancer mieux l'égalité des chances. Donc, je m'y emploie quotidiennement, je m'y emploie en déployant davantage encore les mesures qui avaient été mises en place par le ministre. Je pense notamment au dédoublement des classes, les CP, les CE1. Je vais aller vers le déploiement des classes de grande section. Je m'y emploie sur l'ensemble des territoires parce que quand je me suis déplacée, je me suis rendu compte que les gens ont souvent un prisme. Pour le commun des mortels, si je puis dire, l'éducation prioritaire, c'est le quartier politique de la ville. Or, il y a aussi des élèves en grande difficulté sur les territoires les plus éloignés, en ruralité, sur nos territoires un peu enclavés. C'est pourquoi je vous dis que je travaille vraiment à une égalité et sociale et territoriale sur l'ensemble du territoire pour assurer la réussite de nos élèves partout sur le territoire. Alors, je reviens à la ville, mais notamment par le déploiement des cités éducatives. De quoi s'agit-il ? Alors, la cité éducative, je vais essayer d'être très concrète, c'est un écosystème que nous mettons en place autour du jeune, c'est du 0-25 ans, pour accompagner les enfants depuis la petite enfance jusqu'à l'insertion dans la vie professionnelle. Nous le faisons dans les QPV, dans les quartiers prioritaires de la ville. Pourquoi ? Parce que dans ces quartiers, il y a un enjeu très fort en matière économique et sociale, où on est en moyenne à un taux de pauvreté de 42% contre 14% sur le reste du territoire, et à un chômage qui est 2,5 fois plus élevé que sur le reste du territoire. Et donc nous travaillons à mettre en place cet écosystème autour de nos jeunes. Il y a donc évidemment l'éducation nationale, il y a l'État, il y a les élus, les collectivités, la CAF, les associations, la culture, le sport, le monde économique, pour amener nos élèves vers la réussite et vers l'insertion professionnelle, en mobilisant toutes les politiques publiques qui, je le rappelle, ont été abondées largement dans le cadre du plan de relance. Donc il y a ces cités éducatives pour ce qui concerne la ville, et avec Jean-Michel Blanquer, nous avons trouvé le dispositif tellement intéressant que nous l'avons déployé en ruralité, donc sur les zones les plus éloignées. Et enfin, j'ai une fibre sociale très forte, et donc je m'emploie à travailler sur une meilleure répartition des fonds sociaux dans nos écoles. Je suis en train de regarder comment on peut mieux lutter contre le taux de non-recours aux bourses. Et enfin, je regarde aussi très près les dispositifs petit déjeuner à l'école, parce que nous sommes dans une crise sanitaire qui dure. Il y a un choc social très présent, en tout cas qui va arriver prochainement. Et donc, je souhaite pouvoir également déployer cette mesure. Vous parliez des petits déjeuners à l'école, il y a aussi les cantines. La décision du maire de Lyon, que vous inspire-t-elle d'interdire la viande au menu dans les cantines ? Eh bien, écoutez, moi, ça m'a effectivement choquée d'entendre un tel propos. Et je pense notamment, puisque, encore une fois, je suis en charge de l'éducation prioritaire et je connais ces familles et ces populations. Vous savez, la cantine, c'est très important pour bon nombre de nos élèves. Parfois, c'est le seul repas chaud et équilibré qu'ils prennent dans la journée. Et parfois aussi, c'est le seul repas à l'occasion duquel ils peuvent manger de la viande. Et donc, évidemment, je suis totalement opposée à cette annonce. J'ai une dernière question. Pendant le premier confinement, beaucoup d'enfants issus de familles modestes n'ont pas réussi à se connecter, à pouvoir suivre l'école à distance, pas de matériel suffisant ou efficace, manque de place à la maison pour se concentrer, travailler, ou aussi la fracture numérique et difficultés de connexion. Est-ce que vous travaillez aussi sur ce sujet-là ? Parce que on le savait, mais ça a vraiment été mis en lumière par rapport à ce premier confinement. Bien sûr, ça a été un choc numérique, clairement. Donc nous avons beaucoup travaillé et nous l'avons fait ensemble. Nous l'avons fait au niveau de l'éducation nationale,
national, nous l'avons fait avec les collectivités, les départements ont donné du matériel au collège, les régions ont donné du matériel au lycée, et nous-mêmes, nous continuons à déployer en ce sens. Et si je reviens très concrètement sur les cités éducatives, parce que vous m'avez demandé ce que c'est un peu abstrait. Eh bien, typiquement, ces cités éducatives, elles sont abondées. Il y a une dotation de l'État très importante, et ça peut servir typiquement à équiper nos élèves en matériel. Et dans la crise sanitaire, bien sûr que c'est important, parce que dès lors que nous décidons de fermer une classe, eh bien, nous mettons en place le plan de continuité pédagogique, à l'appui duquel, évidemment, nous veillons à ce que nos élèves soient bien équipés. Oui, parce que l'idée aussi, c'est que pour la rentrée prochaine, il n'y ait pas de fermeture de classe. Parce qu'on sait que c'est souvent une crainte des parents dans certaines zones. Donc, pour la rentrée prochaine, vous travaillez à faire en sorte qu'il n'y ait pas de fermeture de classe sur le territoire français. Nous faisons le maximum pour ne pas fermer les écoles, ça c'est très clair. Pour ce qui est des fermetures de classe, eh bien écoutez, ça dépend de la présence de virus ou pas dans les classes et dans les écoles. Je vous rappelle très simplement, nous fermons une classe en maternelle dès lors qu'il y a un cas. Nous fermons une classe en école, collège ou lycée dès lors qu'il y a 3 cas de souche historique ou de variant anglais. Enfin, nous fermons une classe dès lors qu'il y a un cas de variant sud-africain ou brésilien ou dès lors qu'un de nos élèves est cas contact. Voilà exactement. Donc je ne peux pas dire que nous ne fermerons pas de classe. Nous nous adaptons aux décisions finalement des autorités sanitaires. C'est important de le rappeler. Merci beaucoup Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Merci.